Bonjour, nous allons aujourd'hui vous parler du préjugé ambivalent dans les formes anciennes et contemporaines des préjugés. Alors la théorie du préjugé ambivalent, elle a été développée par Katz et ses collègues et soutient que les Américains blancs contemporains acceptent sincèrement le principe de l'égalité raciale et ils ont donc des attitudes positives envers les Noirs américains, mais que celles-ci coexistent avec des attitudes négatives persistantes. Donc les Blancs perçoivent les Noirs comme ayant des caractéristiques positives et négatives, ce qui rend leurs attitudes ambivalentes ainsi que leur comportement. Attention que c'est une théorie américaine, donc elle part du racisme et de l'égalité raciale, ça s'applique à d'autres groupes sociaux, bien entendu. Alors les attitudes ambivalentes, il existe deux théories complémentaires pour essayer d'expliquer l'origine de ces attitudes. D'abord une qui se penche sur les deux systèmes de valeurs américaines que sont l'individualisme et l'égalitarisme humanisme, et puis deux ensembles de croyances que les blancs américains ont à propos des noirs américains, qui prennent deux aspects. D'abord un aspect de déviance qui provient de l'idée que les noirs se comporteraient d'une manière incompatible avec la société convenable et juste, et donc la société blanche, et puis un aspect de désavantage du fait que les Américains noirs sont généralement économiquement et socialement désavantagés comparés aux blancs. Et il y a l'idée derrière cela que les valeurs des personnes viendraient déterminer à quels aspects elles vont plus ou moins s'attacher. Les individualistes auront davantage tendance à s'attarder sur l'aspect de déviance et auront donc des sentiments plutôt négatifs envers les noirs américains, alors que les égalitaires se penchent plutôt sur l'aspect de désavantage et ont donc surtout des sentiments positifs envers les noirs américains. Ça implique que des personnes qui ont à la fois des valeurs individualistes et égalitaires ressentent de l'ambivalence envers les noirs. On peut très bien donc avoir une personne qui va percevoir les Noirs américains avec sympathie et se dire qu'elles méritent quand même de son aide parce qu'elles sont vachement défavorisées, tout en pensant qu'en même temps, elles n'ont qu'à travailler un peu plus pour s'en sortir. Plus tard, d'autres chercheurs, McDonald et Zena, vont proposer que les stéréotypes constituent une autre source d'ambivalence, notamment en fonction des deux jugements de base qu'on fait sur quelqu'un, et donc sur la chaleur et la compétence de cette personne. Quand je trouve quelqu'un chaleureux, je vais l'apprécier, et quand je trouve quelqu'un compétent, je vais le respecter. Mais c'est deux sentiments tout à fait indépendants. Je peux apprécier quelqu'un et pas du tout le respecter, et je peux respecter quelqu'un sans l'apprécier forcément. Et cela s'applique aux groupes sociaux. En fonction de mes croyances et de mes stéréotypes, je pourrais avoir des sentiments très contradictoires envers un groupe social, ce qui constitue le préjugé ambivalent. Et voici ici un exemple sur les femmes. Je pourrais me dire d'une part, les femmes sont gentilles, douces et attentionnées, mais sont tout à fait incapables de diriger une entreprise ou une équipe. Dans ce cas-là, je valorise la chaleur, mais je leur retire du respect et de la compétence. Ou je pourrais dire l'inverse et me dire que les femmes en position de pouvoir, souvent, elles sont très froides et même désagréables, mais il faut admettre qu'elles sont douées dans ce qu'elles font. Dans ce cas-là, je conteste la chaleur, mais je leur accorde du respect, qui est d'ailleurs un jugement souvent attribué aux femmes féministes. Et c'est ici toute la logique du préjugé ambivalent. En fait, quand il y a ambivalence, il y a une sorte de relation négative entre ces deux jugements. Soit je reconnais la chaleur du groupe minoritaire, mais je leur dénie la compétence, soit je vais l'inverse, je mets en avant leurs compétences, mais je le fais au détriment de leur sympathie, de leur chaleur. Et donc, pour revenir à l'exemple du racisme, même si à nouveau ça s'applique à d'autres groupes, il faut quand même se rendre compte que les blancs américains ou membres du groupe majoritaire sont pas forcément tous ambivalents envers les personnes noires ou bien les membres du groupe minoritaire. Si j'ai en face de moi une personne avec des valeurs principalement individualistes et des stéréotypes négatifs, ses attitudes et comportements seront principalement négatifs. Par contre, j'aurai l'inverse pour une personne avec surtout des valeurs égalitaires et des stéréotypes positifs. L'ambivalence et le préjugé ambivalent n'arrivent que si les personnes ont à la fois des valeurs individualistes et égalitaires et ou à la fois des stéréotypes positifs et négatifs. Alors maintenant, nous allons aborder le conflit psychologique. Alors selon la théorie du préjugé ambivalent, donc les attitudes ambivalentes que l'on peut ressentir envers un groupe minoritaire, elles influencent le comportement seulement lorsque l'individu prend conscience de ses sentiments contradictoires. Alors, il est à noter que, selon Katz, le sentiment d'ambivalence, il ne nécessite que l'interaction avec une personne du groupe minoritaire. Alors, quand je parle de sentiments contradictoires, je parle de soit un sentiment de sympathie, qui va donc être en contradiction avec un système de valeurs qui est individualiste. C'est-à-dire que je pourrais par exemple ressentir de la sympathie pour un sans-abri, mais également me dire que cette personne ne mérite pas ses sentiments positifs, car elle ne sait pas s'occuper d'elle-même. D'un autre côté, nous pouvons également ressentir des sentiments négatifs, donc envers une personne qui est moins chanceuse, mais quand même se dire que chacun devrait aider les personnes qui sont moins chanceuses. Et donc à ce moment-là, nous avons une contradiction avec un système de valeurs égalitaire. Donc ces contradictions que je viens de citer, elles vont provoquer un conflit dans le système de valeurs. Donc c'est-à-dire que l'image que je vais avoir de moi, elle est menacée.
Donc à ce moment-là, on a un besoin de réduction de ce sentiment de conflit, donc de une réduction de tous ces sentiments négatifs. Et il y a une mise en place de comportements qui visent à prioriser la valeur ascendante, c'est-à-dire celle qui prend le dessus sur l'autre à un moment donné. Ce qui va nous mener à une résolution du conflit. Une autre théorie que nous pouvons aborder, c'est la théorie de la dissonance cognitive de Festinger. Cette théorie part du postulat que l'individu a une tendance à préférer des configurations simples et consistantes des attitudes, croyances et comportements. Alors, comme vous allez le voir, donc contrairement à la théorie de Katz, on n'a pas ici de menace envers l'image qu'on a de soi. Donc, elle n'est pas nécessaire. Ici, on a vraiment, on part d'une conscience de l'inconsistance. Et à ce moment-là, on a une mise en place de comportements qui visent à prioriser la valeur ascendante, comme dans la théorie de Katz, et qui mènent donc à la résolution de l'inconsistance. Donc, en conclusion, ce qu'on peut relever donc, de ces deux théories, c'est que l'ambivalence des attitudes, elle est associée à des émotions négatives dirigées vers le soi. Pour illustrer, Margot Monteith, qui a observé en 1996 que les personnes blanches, donc qui avaient des scores élevés de préjugés ambivalents, ces personnes ressentaient plus souvent de la culpabilité, de la gêne, enfin des émotions négatives, en comparaison avec celles qui avaient des scores, donc avec un niveau plus faible en ambivalence. L'amorçage. Maintenant, Thomas et moi allons vous présenter l'amplification de la réponse. Mais avant ça, le préjugé ambivalent et la dissonance cognitive apparaissent seulement quand les deux systèmes de valeurs ou de croyances sont d'importance égale. Quand il n'y a pas de facteurs situationnels les obligeant à confronter leurs valeurs et croyances contradictoires, il n'y a pas d'inconfort. S'il y a un inconfort, un moyen de le réduire est de favoriser un des deux systèmes de valeurs ou de croyances. Les émotions négatives disparaîtront. Mais qu'est-ce que l'amplification de la réponse ? Quand l'accent est mis sur les valeurs égalitaires, cela va engendrer des comportements positifs. A l'inverse, si l'accent est mis sur les valeurs individualistes, alors cela engendrera des comportements négatifs. Les indices situationnels déterminent la direction de l'amplification. Si la situation veut un comportement positif, alors on agira plus positivement envers un groupe minoritaire, et inversement si c'est négatif. L'amplification de la réponse est le concept d'amorçage. L'amplification de la réponse peut apparaître sans interaction préalable avec un membre du groupe minoritaire, donc par amorçage. L'amorçage permet d'influencer notre façon de penser ou d'agir en fonction de ce qu'on a vu ou entendu avant, donc la situation psychologique. Si la situation psychologique leur fait prendre conscience de leurs attitudes positives, alors on va avoir des comportements positifs, et inversement si c'est négatif. Attention, ceux qui ne sont pas ambivalents agiront sans être influencés par la situation et réagiront conformément à leurs attitudes. Un amorçage peut également changer notre réaction envers quelqu'un, même si l'amorce n'a rien à voir avec la personne. Par exemple, avant de voir des personnes âgées, on nous dit soit fête, sourire ou colère, bagarre. Ceux qui ont vu les mots positifs agiront plus positivement envers les personnes âgées, et ceux qui ont vu les mots négatifs agiront plus négativement, même si en soi les mots n'ont rien à voir avec les personnes âgées. On peut même modifier les attitudes d'un groupe tout entier, affectant ainsi la perception collective. Nous avons donc repris une étude qui utilise un paradigme d'amorçage pour des participants néerlandais qui ont été soumis à un amorçage d'agressivité à travers une tâche de reformulation de phrases ambiguës contenant soit des mots neutres, soit des mots liés à des comportements agressifs. Les cibles à évaluer étaient des personnages fictifs liés à différents groupes sociaux, un groupe néerlandais, donc qui fait partie du groupe, et un groupe marocain de l'autre groupe, stéréotypé agressif. Après l'amorçage, les participants devaient juger ces cibles sur plusieurs traits, notamment l'agressivité et l'hostilité. L'amorçage d'agressivité augmentait les jugements d'agressivité, mais uniquement pour les cibles haut groupe et non pour l'in-groupe. L'autre groupe stéréotypé agressif, donc les Marocains, recevaient les scores d'agressivité les plus élevés, même sans amorçage. On montre bien ici que les participants avaient un biais favorisant l'in-groupe, protégeant donc les membres de leur propre groupe des effets de l'amorçage. De plus, l'amplification est aussi fortement dépendante de la perception qu'ont les individus de cette ambivalence.
Lorsque l'ambivalence est perçue comme négative, la réponse est amplifiée et souvent source d'émotions négatives accrues. Cependant, si on parvient à amener les individus à percevoir cette ambivalence de manière positive, l'amplification diminue, probablement en supprimant les émotions négatives associées. On revient un petit peu au concept de dissonance cognitive. Il est aussi important de noter que cette amplification peut être consciente pour certains, inconsciente pour d'autres. Cela implique que les processus mentaux contrôlés et automatiques sont tous deux impliqués dans la dynamique des préjugés ambivalents. Maintenant, venons au phénomène de surcompensation, qui est une conséquence fréquente de l'amplification. La surcompensation désigne le fait que pour éviter d'afficher une mauvaise image ou d'être perçu comme biaisé, certaines personnes adoptent des comportements excessivement positifs envers un groupe. Par exemple, dans un contexte professionnel, un manager pourrait surcompenser à travers des éloges exagérés ou des promotions manifestes envers des membres d'un groupe minoritaire. Cette démarche vise à masquer un préjugé latent. Cependant, cette surcompensation peut paradoxalement maintenir certains stéréotypes. Elle crée l'idée que ces groupes ont besoin d'un traitement spécial, ce qui renforce certaines perceptions négatives sous-jacentes. En outre, la perception de la performance peut être faussée avec l'illusion d'une amélioration est réelle, ce qui empêche la reconnaissance d'éventuels véritables progrès. Pour représenter ce chapitre, nous avons choisi l'exemple du film Crash. Le film Crash explore les vies entrecroisées de personnages issus de milieux et d'origines différentes à Los Angeles. Ils sont confrontés à des conflits de préjugés raciaux et sociaux. À travers des rencontres et d'incidents violents, ils met en lumière la complexité et l'ambivalence des réactions humaines. Les personnages expérimentent des conflits internes entre leurs valeurs humanistes, égalitaires et leurs stéréotypes négatifs. Cela provoque une dissonance cognitive et un malaise psychologique, conduisant à des comportements complexes, souvent ambivalents, qui sont décrits dans le chapitre. On peut prendre l'exemple de l'officier Ryan qui incarne un préjugé ambivalent. Il exprime de nombreux stéréotypes négatifs, surtout lors d'un contrôle policier sur la route où il fait preuve de racisme envers une femme afro-américaine. Cette même femme avec qui il va agir par la suite avec empathie et humanité en la sauvant lors d'un accident, illustrant donc un retournement positif motivé par une situation de conflit. Le film montre comment certains contextes, donc comme des tensions ou des situations conflictuelles, peuvent amplifier des attitudes ambivalentes menant à des comportements positifs ou négatifs envers les minorités raciales, ce qui est un concept central dans ce chapitre. En somme, Crash est un exemple cinématographique percutant qui incarne la théorie du préjugé ambivalent en montrant la complexité des attitudes racistes mêlées à des valeurs égalitaires. Je vous remercie de nous avoir écoutés.